Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, après une période d'intense activité politique, nous pouvions espérer que l'année 2014, sans échéances électorales, nous laisserait le champ libre pour nous consacrer en priorité à la relance de notre croissance économique. Celle-ci, comme vous le savez, est un préalable à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Il n'en a pas été exactement ainsi, et cela en raison de l'intensification des attaques de la secte Boko Haram contre notre territoire national. À celle-ci se sont ajoutées des actions criminelles des bandes armées à notre frontière avec la RCA. S'agissant de Boko Haram, cette organisation terroriste s'était auparavant livrée à des coups de main pour enlever des otages isolés ou pour piller des biens publics ou privés. Encouragés par leur emprise sur le nord-est du Nigeria, ces soi-disant djihadistes ont lancé contre la région de l'extrême nord de notre pays des opérations de plus grande envergure. On se souvient de l'attaque du camp d'une entreprise chinoise à Ouaza et du raid contre Kolofata. L'une et l'autre se soldèrent par plusieurs morts et l'enlèvement de nombreux otages. Cela ne pouvait pas être toléré. Nous avons donc mis en place un dispositif de riposte et de prévention qui a rapidement fait ses preuves. À chacune de ces tentatives, Boko Haram essuie désormais de lourdes pertes en vie humaine et en matériel. On peut espérer qu'ils en tireront des leçons. Je voudrais à ce point rendre un vibrant hommage à nos forces armées, dont la vaillance s'est illustrée lors des récents combats. J'ai eu l'occasion de dire que la nation dans son ensemble devait se mobiliser derrière son armée. Les nombreux témoignages qui me parviennent de toutes nos régions me laissent penser qu'il en est bien ainsi. J'ai apprécié tout particulièrement les prises de position de nos compatriotes musulmans. Ils ont bien compris, comme tous les autres Camerounais, qu'il ne s'agissait pas du tout d'une guerre dont la religion était l'enjeu. Ils ont bien compris qu'il s'agissait d'une réponse à une agression extérieure de la part d'une organisation terroriste qui n'adhère pas aux valeurs d'une société fraternelle. Mes chers compatriotes, la montée des périls à nos frontières nous a amenés à prévoir des dispositions concernant les effets que cette menace pourrait représenter pour notre sécurité intérieure. Tel est l'objet de la loi sur la répression du terrorisme que le Parlement vient d'adopter à une large majorité. Il ne s'agit aucunement, comme l'ont prétendu certains esprits mal intentionnés, d'en prendre prétexte pour restreindre les libertés publiques. D'ailleurs, le texte est parfaitement clair à cet égard. J'ajoute que devant la multiplication des actes terroristes, la plupart des grands pays démocratiques ont dû, au cours des dernières années,
compléter leur législation dans le sens de la prévention du terrorisme. Ce faisant, ils se conformaient aux recommandations des organisations internationales, notamment les Nations Unies et l'Union africaine. C'est ce que nous-mêmes avons jugé bon de faire. Nous entendons ainsi nous garantir autant que possible contre d'éventuels risques de nature terroriste. C'est non seulement le droit, mais aussi le devoir de tout État de protéger ses ressortissants. Je suis certain que l'immense majorité de nos compatriotes l'a compris. Je voudrais également rappeler ici que nous ne sommes pas seuls confrontés à cette menace qui transgresse les frontières des États. Certains de nos voisins, le Nigeria, le Tchad, le Niger, le Bénin, coopèrent avec nous pour opposer un front commun à Boko Haram. L'Organisation des Nations Unies et plusieurs grandes puissances, notamment les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Russie et la Chine, nous soutiennent aussi. J'aurai l'occasion très prochainement d'y revenir. Il va de soi que la mobilisation des moyens nécessaires pour assurer notre défense nous impose des charges supplémentaires. Comme vous le savez, la situation en RCA nous commande aussi de rester vigilants sur notre frontière orientale. Elle nous impose d'accueillir des dizaines de milliers de réfugiés en provenance de ce pays frère. C'est le lieu pour moi de saluer l'aide appréciable que nous apportent les organisations humanitaires. Il est évident que ce devoir de solidarité auquel nous ne pouvons déroger a des conséquences sur le plan budgétaire. Mais nous devons également savoir que la sécurité a un prix. Mes chers compatriotes, comme je l'ai dit au début de mon propos, nous avons été amenés à accorder la priorité à la défense du territoire national, car il n'y a pas de paix sans sécurité, pas de développement sans paix. Nous n'avons pas pour autant relâché nos efforts pour relancer la croissance. Maintenant que nos institutions démocratiques ont trouvé leur rythme de croisière, celle-ci se situe au cœur de notre politique. Je l'ai dit tantôt, la croissance conditionne la montée en puissance de notre économie et par voie de conséquence, notre capacité à faire reculer la pauvreté et à progresser vers l'émergence. Une rapide évaluation de notre programme économique montre que nos grands projets de première génération sont soit achevés ou sur le point de l'être, soit en bonne voie. C'est notamment le cas de la centrale à gaz et du port de Kribi, des barrages et des centrales hydroélectriques, ainsi que de certains chantiers routiers et d'infrastructures diverses. Ces projets ont entraîné un regain d'activité dans différents secteurs de notre économie. Des retombées pour l'emploi et la promesse d'une amélioration des conditions de vie sont elles aussi perceptibles. L'année 2015 devrait donc voir le lancement des projets de seconde génération dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, des routes et autoroutes, ainsi que des transports. Mes chers compatriotes,
Les annonces fortes de mon message du 31 décembre 2013 ont été, pour l'essentiel, concrétisées. Nous avons célébré en février dernier à Buya le 50e anniversaire de la réunification du Cameroun. Nous l'avons fait avec tout le faste et la solennité nécessaires. La ville de Buya, enrichie d'infrastructures diverses, en est sortie totalement transformée. Les effets de cette célébration se sont également fait sentir dans les villes environnantes. Ce grand moment d'unité nationale fera date dans nos annales. Je vous avais également annoncé des avancées significatives dans le domaine de la santé. Ce sont maintenant des réalités. Le traitement du paludisme pour les enfants de moins de 5 ans est aujourd'hui effectivement gratuit. Notre carte sanitaire comporte désormais 3 nouveaux hôpitaux de référence. Le Centre national des urgences de Yaoundé, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala et l'hôpital de référence de Samelima. Les retombées favorables pour l'emploi de notre politique de croissance, auxquelles je faisais allusion il y a un instant, se sont confirmées. 283 443 emplois nouveaux ont été créés en 2014. Nos prévisions, vous vous en souvenez, étaient de 250 000. Vous vous souvenez également que j'avais insisté sur la nécessité pour le Cameroun d'avoir pour les prochaines années un véritable plan d'urgence. Cette annonce a, elle aussi, été suivie des faits. Ce plan a été adopté et lancé lors du Conseil ministériel du 9 décembre dernier. J'y reviendrai un peu plus tard. Mes chers compatriotes, devons-nous nous satisfaire de ces résultats que l'on peut qualifier objectivement de positifs? Des progrès appréciables ont été obtenus. Le récent rapport d'évaluation triennale de la mise en œuvre du DSCE le confirme. Ceci étant, je dirais simplement que nous pouvons et devons faire encore mieux. Je reste convaincu, comme je l'indiquais l'an dernier dans les mêmes circonstances, que nous devons à tout prix accélérer le rythme de notre croissance. Sommes-nous sûrs d'avoir actionné tous les leviers qui sont à notre portée? Prenons l'exemple de l'investissement. Il a été jusqu'à présent majoritairement laissé à l'initiative de l'État et surtout réservé aux projets structurants et sociaux. Au cours de ces dernières années, les crédits affectés au budget d'investissement public se sont considérablement accrus. En 2014, le montant a représenté à peu près un tiers de l'enveloppe budgétaire globale, soit environ 1000 milliards de francs CFA. Il conviendrait de s'en féliciter. Mais au niveau de l'exécution, des blocages apparaissent et les projets tardent parfois à se concrétiser. Je me suis élevé contre cette sous-consommation de crédits. Les besoins, vous le savez, sont criants et urgents. Je constate, pour m'en féliciter, que cette année, les taux d'exécution des marchés sont en net progrès. Ceux-ci devront de plus en plus correspondre au taux d'engagement. Bien que les pouvoirs publics aient adopté en 2013 par voie législative des mesures incitatives fortes
pour l'investissement privé. Celui-ci ne paraît pas encore être en mesure de prendre le relais de l'État. Néanmoins, un mouvement semble se manifester chez les entrepreneurs nationaux ou étrangers. Les campagnes de sensibilisation des organismes de promotion des investissements y sont pour beaucoup. J'en veux pour preuve la signature récente de 13 conventions au ministère de l'Industrie représentant un montant de 180 milliards de francs CFA. Je veux espérer que ceci n'est qu'un début. Nous avons besoin en effet d'une politique industrielle ambitieuse. Il n'y a pas de grand pays sans industrie. Même notre agriculture, dont j'aime à dire qu'elle est notre principale richesse, a vocation elle aussi à devenir industrielle. L'on peut comprendre qu'en raison de leur complexité, nos grands projets miniers concernant le fer et la bauxite, dont la finalité est également l'industrialisation, prennent du temps à se concrétiser. En revanche, il n'y a pas de raison valable à notre lenteur à développer des industries de transformation de nos matières premières d'origine agricole. Outre l'avantage que nous pourrions en tirer en termes de valeur ajoutée et d'emploi, la transformation sur place contribuerait au rééquilibrage de notre commerce extérieur structurellement déficitaire. Notre balance commerciale se caractérise en effet par un excédent important des importations par rapport aux exportations. Celle-ci repose essentiellement sur la vente de 3 ou 4 produits bruts dont les cours sont variables. Nos importations, quant à elles, concernent surtout des produits manufacturés, notamment des biens d'équipement pour nos grands projets. Il nous est évidemment difficile de restreindre nos achats de biens d'équipement. Cela, nous le comprenons. Nous devons pouvoir, par contre, freiner l'importation de denrées que nous sommes en mesure de produire. Ces observations que je suis amené à faire une nouvelle fois traduisent la difficulté que nous éprouvons à passer d'une économie où le rôle de l'État reste prédominant à un système plus libéral qui est désormais la règle. À tel point que nous cumulons parfois les inconvénients des deux systèmes. Et ainsi s'explique, me semble-t-il, la résistance aux réformes structurelles qui entravent nos efforts pour relancer la croissance. Certaines de ces réformes concernent notre gouvernance et en particulier nos finances publiques. Dans ce domaine, des progrès notables ont été accomplis. Il conviendra de les consolider en veillant à la soutenabilité budgétaire, en diminuant autant que possible les subventions et en révisant l'assiette fiscale. D'une façon générale, notre administration gagnerait aussi à simplifier, à alléger ses procédures et, comme je l'ai dit récemment et comme je l'ai prescrit, à réduire son train de vie. Mes chers compatriotes, pour donner un coup d'accélérateur à notre croissance, j'ai instruit le gouvernement de mettre en œuvre un plan d'urgence. L'objectif est de réaliser en 3 ans des progrès visibles et des améliorations mesurables dans des domaines vitaux. Citons dans ce sens la modernisation urbaine, la santé, l'agriculture, les routes, l'énergie, l'eau,
l'habitat social et la sécurité. J'attends de ce plan qu'il apporte à nos populations sur l'ensemble du territoire national la satisfaction de leurs besoins les plus urgents. Cette initiative est distincte de notre stratégie pour la croissance et l'emploi, qui continuera d'être appliquée par le gouvernement. L'enveloppe financière qui lui sera consacrée sera de l'ordre des 1000 milliards de francs CFA. La mise en œuvre de ce plan montrera si nous sommes capables de relever un défi dont nous avons nous-mêmes défini les contours et les délais. Il sera bien entendu du plus haut intérêt pour notre pays de gagner ce pari. Nous en avons les moyens. Mes chers compatriotes, vous allez dans quelques heures célébrer dans la joie le passage à la nouvelle année. Mais avant cela, ayons une pensée émue pour nos soldats qui sont tombés pour la défense de notre patrie. Ayons une pensée solidaire pour ceux qui veillent à notre sécurité le long de nos frontières, pour leurs familles qui sont dans la peine ou l'inquiétude, pour nos compatriotes enfin qui souffrent dans leur chair et dans leur âme. Il est temps pour moi maintenant de vous présenter à toutes et à tous mes vœux les plus sincères de santé et de bonheur pour la nouvelle année. Bonne et heureuse année 2015. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Fellow Cameroonians, my dear compatriots. It was our hope, following a period of intensive political activity, that as 2014 was not an election year, we would be free to devote ourselves primarily to reviving our economic growth, which, as you are aware, is a prerequisite for improving the living conditions of our populations. Such was not exactly the case, owing to the escalation of attacks against our national territory by the Boko Haram sect. Besides this, there were the criminal activities of armed gangs on our border with the Central African Republic. Initially, the Boko Haram terrorist organization carried out raids to seize isolated hostages or loot public or private property. Buoyed by their grip on northeastern Nigeria, the so-called jihadists launched major attacks on the far north region of our country. For instance,
the attack on the workers' camp of a Chinese company at Waza and the raid on Kolofata, resulting in several deaths and the abduction of many hostages. This could not be tolerated. We therefore set up a response and prevention mechanism which quickly proved its worth. Since then, Boko Haram has suffered heavy human and material losses in each of its attacks. It is hoped that they would learn their lesson. At this juncture, I would like to pay glowing tribute to our defense forces, whose valor has been demonstrated in recent fighting. I have had occasion to say that the nation as a whole ought to mobilize and rally behind its defense forces. Such seems to be the case by all accounts from the regions. I have most particularly appreciated the stands of our Muslim compatriots. They, like all the other Cameroonians, have clearly understood that this war is by no means based on religion. They have clearly understood that it is a response to external aggression by a terrorist organization that does not subscribe to the values of a fraternal society. My dear compatriots, the growing threats on our borders have prompted us to take measures to safeguard against their effects on our internal security. Such is the purport of the law on the suppression of terrorism, which Parliament recently passed by a large majority. It is far from serving as a pretext for restricting civil liberties, as claimed by some ill-intentioned people. Besides, the instrument is very clear on this point. Furthermore, faced with an upsurge in terrorist activities, most leading democratic countries have in recent years passed new laws to prevent terrorism. By so doing, they have complied with the recommendations of international organizations, particularly the United Nations and the African Union. Such is what was deemed appropriate to do. Therefore, our objective is to safeguard against any terrorist-related risk as far as possible. Every state not only has the right, but also the duty to protect its citizens. I am convinced that the vast majority of our compatriots do understand. I would also like to recall here that Cameroon is not the only country facing this threat, which knows no boundaries. Some of our neighboring countries, namely Benin, Chad, Niger, and Nigeria, are collaborating with us to form a united front against Boko Haram. The United Nations organization and several big powers, particularly the United States of America, Germany, France, Russia, and China, also back us. I will be revisiting this issue before long. It goes without saying that mobilizing the required resources for our defense means additional spending.
As you are aware, the situation in the Central African Republic also warrants our vigilance on our eastern border. We are forced to host tens of thousands of refugees from this brotherly country. I take this opportunity to commend the valuable assistance we are receiving from humanitarian organizations. It is clear that our duty-bound solidarity has an impact on the budget. But we must also understand that security has a price. My dear compatriots, as I said at the onset, we were obliged to prioritize the defense of the national territory, for there can be no peace without security and no development without peace. Nonetheless, we have not relented in our efforts to revive growth. Now that our democratic institutions are fully functional, growth is the focus of our policy. As I stated earlier on, our growth is a prerequisite for a strong economy, and hence our capacity to roll back poverty and progress towards emergence. A quick evaluation of our economic program shows that our first-generation major projects are either completed, nearing completion, or on track. Such is the case, in particular, for the Kribi gas-fired plant and port, dams and hydroelectric power plants, as well as some road and various infrastructure projects. Thanks to these projects, there is renewed activity in various sectors of our economy. The impact on employment and the improvement of living conditions is also visible. The year 2015 should therefore be characterized by the launching of second-generation projects in the energy, water, road, and highway and transport sectors. My dear compatriots, most of the major undertakings announced in my address on the 31st of December 2013 have been fulfilled. We have celebrated the 50th anniversary of Cameroon's reunification last February in Buya with all the necessary pomp and solemnity. The town of Buya, which has been provided with various infrastructure, has been completely transformed. The impact of this celebration was also felt in neighboring towns. This key moment of national unity is a milestone in our history. I also promised substantial improvements in the health domain. These are now realities. Malaria treatment for children aged below 5 is now free. Our health map now comprises 3 new referral hospitals: the Yaoundé National Emergency Center, the Douala Gynecology, Obstetrics and Pediatric Hospital, and the Sangmelima Referral Hospital. The employment spin-off of our growth policy, which I referred to a while ago,
have been confirmed. In 2014, 283,443 new jobs were created against 250,000 projected, as you would recall. You would also recall that I underscored the need for Cameroon to have a viable emergency plan for the coming years. This announcement, as well, has been translated into reality. The said plan was adopted and launched during the Council of Ministers meeting held on the 9th of December. I will come back to this. My dear compatriots, should we be content with these results, which can objectively be considered positive? Substantial progress has been achieved, as confirmed by the recent triennial appraisal report on the implementation of the growth and employment strategy power. That being the case, I will simply say that we can and should do even better. I am convinced, as I pointed out last year, under the same circumstances, that we must increase our growth rate at all costs. Are we sure we have done all we can? Take the case of investment, for instance, which has so far been largely initiated by the state and reserved especially for anchor and social projects. Public investment budget allocations have increased considerably in recent years. In 2014, they represented about 1/3 of the overall budget, or approximately CFA francs 1,000 billion. This is commendable. However, in terms of execution, there are hurdles and project implementation is often slowed down. I decried such underutilization of budgetary appropriations. As you know, our needs are obvious and urgent. I am pleased to note that this year there has been a marked improvement in contract execution rates, which should increasingly match commitment rates. Although in 2013 the public authorities, through Parliament, adopted major incentives for private investment, the latter still seems unable to take over from the state. However, there seems to be progress in this direction among local and foreign entrepreneurs, thanks largely to awareness-raising campaigns by investment promotion bodies. This is proven by the recent signing of 13 agreements in the Ministry of Industry worth CFA francs 180 billion. I want to believe this is just the beginning. We do need an ambitious industrial policy. There can be no great country without industry. Even agriculture, which I love to say is the principal source of our wealth, is also expected to go industrial. It is understandable that the implementations of our major iron and bauxite mining projects, whose ultimate goal also is industrialization, is dragging as such projects are complex. Conversely, there is no plausible reason for our slowness in developing industries to process our agricultural commodities.
Besides the benefits we could derive in terms of value added and employment, local processing will contribute towards rebalancing our foreign trade, which is showing a structural deficit. In fact, our trade balance is characterized by a significant import surplus against exports, which largely depend on the sale of 3 or 4 commodities whose prices are unstable. Our imports, for their part, mostly concern manufactured products, notably capital goods for our major projects. Obviously, it is difficult for us to restrict our purchase of capital goods. That we understand. On the other hand, we should be able to limit the importation of the commodities we are able to produce. These remarks, which I am compelled to make, once more reflect the difficulty we are facing moving from a state-dominated economy to a more liberal system, which is now the rule. The situation is such that sometimes we suffer the disadvantages of both systems. This, to me, explains the resistance to structural reforms, which is stifling our growth revival efforts. Some of these reforms concern our governance, particularly public finance. Significant progress has been made in this area and needs to be consolidated by ensuring budget sustainability, reducing subsidies as much as possible, and reviewing the tax base. On the whole, our administration would stand to benefit by streamlining its procedures and, as I said recently and instructed, cutting down on its spending. My dear compatriots, to jumpstart our growth, I've instructed the government to implement a 3-year emergency plan. Its objective is to achieve visible progress and measurable improvements in vital areas such as urban development, health, agriculture, roads, water, energy, low-cost housing, and security. I expect the said plan to meet the most urgent needs of our populations nationwide. This initiative is different from our growth and employment strategy, which will continue to be implemented by the government. About CFA francs 1,000 billion will be allocated to the plan. The implementation of this plan will determine whether we are capable of meeting the challenge whose outline and time frame we have ourselves defined. Of course, it is crucial for our country to meet this challenge. We have the wherewithal. My dear compatriots, in a few hours, you will be happily celebrating New Year's Day. However, before that, let us spare a thought for our soldiers who have fallen defending our fatherland. Let us spare a thought for those securing our borders, their grieving or anxious families, and our compatriots who are suffering physical and psychological pain. I would now like to extend to you
My best wishes for good health and happiness in the new year. Happy